Je voudrais remercier les organisateurs pour mon invitation. Oui, j'ai envoyé un titre en français avec une traduction anglaise et les organisateurs n'ont retenu que la traduction anglaise. Désolé, mais ça sera en français. Donc ça sera un double cours à la fois de crypto dynamique et puis un cours de français pour ceux qui ont quelques difficultés. Mais je parlerai lentement. Excusez un peu ma voix cassée. Bon, alors, oui, on m'a un peu piégé là, parce que on m'a dit « Ah ouais, il faudrait absolument que dans le cours, il y ait quelque chose qui mette en évidence l'intérêt des systèmes dynamiques en cryptographie. » Bon, c'est vrai que j'ai fait quelques petites choses dans ce domaine, mais bon, je ne suis pas un très grand expert. Le sujet, ce n'est pas mon pain quotidien, en quelque sorte. Mon pain quotidien, en fait, sur ce sujet, je le partage avec Alexis Bonnecase, qui est un, je dirais, mathématicien, informaticien, en fait, spécialiste de théorie des codes. Et depuis quelques années, on s'est intéressé à certains problèmes de cryptographie. Bon, alors, c'est un peu cela que je vais vous faire. Pour ceux qui connaissent pas mal de choses à la cryptographie, ben, ils trouveront cet exposé un peu banal. Mais je vais essayer, quand c'est possible, de montrer où il y a des systèmes dynamiques derrière les systèmes ou les algorithmes cryptographiques. La première partie de ce cours va être sur une première chose, à savoir qu'est-ce que c'est un peu l'aléa. Bon, beaucoup de gens ont discuté là-dessus. Le livre de Knut est extraordinaire d'informations, de questions qui se posent à ce sujet. Donc je vais reprendre quelques passages, enfin quelques idées de Knut dans ce domaine, mais je vais prendre aussi d'autres idées générales qui sont apparues au sujet de ce problème de définir l'aléa. La deuxième partie portera sur les générateurs de nombres aléatoires, où là, il y aura quelques exemples que je donnerai sur des systèmes dynamiques. Et puis, le deuxième cours, vous aurez la découverte si vous venez à la suite. Là, on parlera un peu plus de choses à la fois cryptographiques et dynamiques. Alors, tirer au hasard, oui, c'est en quelque sorte être un événement imprévisible, ou bien c'est ce que les gens appellent aléa, de manière générale, randomness en anglais. Alors les usages, ils sont quotidiens. Les jeux de hasard, loto, il y a beaucoup d'argent qui se promène d'ailleurs à ce sujet. J'ai voulu avant de venir acheter un billet pour jouer au loto, mais je n'ai pas trouvé de trucs comme ça, juste pour voir. Après tout, c'est une manière, si vous avez besoin d'une clé tirée au hasard pour chiffrer quelque chose, vous pouvez pour 2 € en avoir une. Hein, parce que dans les distributeurs, enfin les endroits où on peut jouer au loto national, ou même l'euro, je ne sais pas quoi, là, vous avez droit, on vous tire ça au hasard dans une espèce de machine, et je n'ai jamais su quel genre de machine y était utilisé. Mais enfin. Bon, la roulette, casino, jeux de cartes, etc. Bon, mais c'est aussi utilisé dans un tirage au hasard, d'échantillonnage, hein, pour voir un petit peu, c'est surtout en statistique. Beaucoup d'usages sont faits en simulation numérique. Il y a à la fois en simulation numérique 2 aspects, soit les aspects Monte Carlo, là c'est plus théorique, et puis les quasi-Monte Carlo, où là on essaie effectivement de produire des suites aléatoires qui ont un certain aspect, notamment au niveau de l'intégration numérique. Alors ça n'a rien de très heureux pour ceux qui font la cryptographie, ils n'utilisent pas ce genre de générateur. Et puis, on peut aussi dire qu'une suite est au hasard si elle vérifie des tests statistiques. Ça, c'est très pratique. De même, le hasard est utilisé dans certains algorithmes dits stochastiques. C'est essentiellement des algorithmes de recherche d'optimaux.
ce qu'on appelle les circuits simulés, par exemple, les algorithmes génétiques, qui sont très utilisés, notamment au Japon. Et puis, il y a aussi les essaims, les fourmis. Modéliser un comportement d'un nid de fourmis, ça peut servir à optimiser certains problèmes. À côté de cela, il y a les distributions uniformes ou préassignées, distributions déterminées. Et puis, c'est tout ce qui va nous intéresser tout à l'heure, c'est les générateurs aléatoires. Bien. Alors, mais avant tout, qu'est-ce que c'est que l'aléa? Alors, on peut commencer par poser la question, est-ce qu'un mot est aléatoire? Exemple, un mot formé d'1 million de zéros, il ne faut pas dire que ce soit aléatoire, même personne ne le croira. Kolmogorov et d'autres, Chaltin et Martin Löf, ont réfléchi à la question. Et en gros, l'idée, c'est de dire, je dis en gros parce qu'on peut préciser ça, je peux la préciser tout à l'heure, mais donc un mot binaire, je me limite au mot binaire, sera dit aléatoire, en ce sens-là, si on peut le calculer à partir d'une machine de Turing. Sous-entendu, on peut toujours le calculer avec une machine de Turing, mais qu'on ne peut pas raccourcir en quelque sorte ce calcul au-delà de la longueur du mot. Donc, c'est la formulation précise, une machine universelle de Turing, k d'oméga est la plus k d'oméga pour le mot que l'on cherche à définir comme étant aléatoire, est égal à la plus petite longueur d'entrée d'un mot binaire dans la machine de Turing universelle, qui permet de sortir W. Bon, bien sûr, k dépend de la machine U, mais on peut démontrer qu'en fait, à une constante additive près, c'est toujours la même chose. En d'autres termes, pour un mot donné, on ne peut pas dire grand-chose, mais si on le fait croître un peu en longueur, à ce moment-là, la constante va un peu disparaître dans sa signification. D'où, à partir d'une machine universelle, une définition de l'aléa relative à k, mais qui est simple, à savoir que sa complexité, la complexité de Kolmogorov, est plus grande que la longueur du mot. Voilà. Alors, c'est un petit peu restrictif, mais ça a un sens quand même. Donc, dans certains cas, on peut dire je vais un peu affaiblir cette hypothèse et demander simplement que ça soit plus grand que la longueur du mot moins une constante. On parlera à ce moment-là de mot C aléatoire. Bon, voilà, donc comme je vous disais au départ, si M est assez grand, M succession de 0, ce n'est pas aléatoire en ce sens. Donc, c'est quelque chose de rassurant. Bon. Alors, comme je disais, ce calcul dépend du fait qu'il est à une constante près, donc c'est une définition à une constante additive près. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas décidable, comme le fait de décider si un mot est aléatoire ou pas, de savoir si un mot est aléatoire ou pas dans ce Kolmogorov n'est pas décidable. Par contre, si on se restreint en ressources, si on impose à la machine de Turing de ne pas utiliser plus de temps j'allais dire de temps pour calculer, mais c'est plutôt le nombre d'étapes dans lesquelles il se trouve, ou de transit de la tête de lecture, soit ne dépasse pas n au cube, par exemple, pour fixer une valeur. À ce moment-là, oui, ça devient un problème décidable. Donc on est dans un domaine où finalement c'est assez riche mathématiquement et comme sens. Bon, c'est quand même pas très explicite. Comme définition, on ne peut pas s'en servir vraiment. Bon, maintenant, c'était que pour des mots. Maintenant, on a beaucoup affaire à des suites infinies, plutôt de suites de bits infinies. Donc, comment définir une suite infinie aléatoire? Alors, première solution, si on ne peut pas le faire avec une machine de Turing toute seule, il faut que la machine de Turing en question ait une certaine propriété importante,
Il faut en quelque sorte que, si elle arrive à faire un calcul jusqu'à un randonnée avec une instruction, si on prolonge les instructions, bien, le calcul ne va pas donner quelque chose de nouveau. Donc c'est la définition que j'ai donnée ici. Donc remplacer la machine de Turing universelle par une machine de Turing dit préfixe, qui a cette propriété. Ça permet de déterminer une nouvelle type de complexité, puisque la machine a été changée, elle a une contrainte supplémentaire. On appelle la KP complexité de Kolmogorov. Et on peut maintenant définir un mot binaire infini aléatoire si le rapport entre sa complexité divisé par sa longueur tend vers 1. On revient un petit peu sur ce qu'on voulait au départ. Bon, alors ça, c'est une notion qui marche assez bien parce que pratiquement tous les tests statistiques, si une suite a cette propriété-là, elle vérifie tous les tests statistiques. La solution 2, je ne suis pas rentré dans le détail, essentiellement mis en place par Martin Löf, c'est de définir ce qu'il appelle des ensembles aléatoires. Ce serait en gros des ensembles mesurables de Lebesgue sur 0,1 par exemple, mais calculables. Voilà à peu près ce que ça veut dire à peu près ce sens-là. Donc je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet de ce cours. Et puis il y a des définitions, je dirais statistiques, qui restent un petit peu théoriques, mais quand même. Une source uniforme de Q-symbole. C'est-à-dire que c'est un générateur aléatoire, ce sera donc un générateur qui nous produit des suites symboliques, de Q-symboles déterminées, et on va se donner une définition bien mathématique qu'on connaît bien, qui est rassurante, à savoir, on veut que la suite soit Q normale. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la fréquence des mots de longueur M, eh bien, leur fréquence d'apparition, c'est 1 sur Q puissance M. OK ? Voilà. Cette définition a une caractérisation automatique assez intéressante. J'avais travaillé cette question avec une de mes élèves il y a assez longtemps, je l'ai reproduite ici. Donc je redéfinis ce que c'est qu'un automate, déterministe complet, etc. Mais enfin bon, ce qui nous intéresse, c'est un truc comme ça. Donc c'est un objet constitué d'un espace d'état en nombre fini, avec la sélection d'un état initial, on débute par cet état-là, un ensemble d'instructions, les transitions d'un état à un autre, suivant le digit qu'on va lire, ou du moins la lettre qu'on va lire en entrée. On va l'appeler phi indica, c'est une instruction associée à A. Un ensemble de symboles de sortie, pour l'occasion il y en a Q ici, et la fonction de sortie tau, qui envoie les états de l'automate sur S. Et le fonctionnement, il est écrit ici. On commence pour un mot WN, WN. Bon, je vais le lire de gauche à droite. On commence à l'état 0. On prend l'instruction associée à W1. On va sur notre état et on itère le procédé. Prochaine instruction donnée par W2, etc. On arrive enfin, quand on a fini la lecture, sur un état déterminé qui est écrit ici. On y applique tout et on a la sortie du symbole. Voilà, donc c'est une machine très simple, mais sur laquelle il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus, pour d'autres raisons que ça, bien sûr. Je préfère en fait utiliser une notion qui fait un peu disparaître la construction d'automates elle-même. D'abord parce qu'en général, tracer un automate, bon, c'est bien à la main. S'il faut utiliser ça en latex, c'est très compliqué. Bon, il y a des biologiciens qui font le boulot, mais là, c'est plus simple. Je dirais qu'une fonction de A étoile, c'est l'ensemble des mots. L'étoile signifie ça ici, sur l'alphabet A. A valeur dans S, je dirais qu'elle est automatique. Eh bien, si la propriété suivante, bon, je définis à partir de F la relation dite de Neurode qui dit que deux mots WW' sont équivalents si et seulement si, quel que soit le mot V sur l'alphabet A,
la valeur de f sur wv, donc w prolongé par v, est égale à la valeur de f sur w'v prolongé par la même chose. Donc ça définit une relation d'équivalence, peut-être à droite ou à gauche, je ne sais plus trop, sinon on peut faire les deux à la fois, demander les deux à la fois, ce n'est pas gênant. Bon, donc on trouve comme ça, on peut quotienter la fonction f, on détermine comme ça, sur l'ensemble des mots, il y a la classe d'équivalence qui nous définit un ensemble. Je prends la classe du mot vide, cette espèce de V à l'inversé, je l'appelle le mot vide. Phi bar, c'est les instructions qui sont naturellement associées à A, qui est donnée par la classe de WA. Puis tau bar, c'est la sortie qui est donnée par F. Voilà. Et donc, je dis que F est automatique si et seulement si cet objet-là que je viens de construire est un automate, c'est-à-dire le truc qu'on a développé tout à l'heure. Voilà, c'est très pratique. On n'a plus besoin de parler d'automate explicitement, une fonction automatique. Et le théorème dit de prédiction est le suivant. Une suite de symboles est normale, Q normale, si et seulement si, pour tout automate de fonction automatique, j'ai écrit là, quand je l'applique sur un mot de début, donc il se trouve que là j'ai inversé la lecture, mais enfin, ce n'est pas bien grave. Eh bien, la sortie, c'est une valeur, je la compare avec la valeur qui suit. Eh bien, ça sera Q normal si justement cette limite est 1 sur Q. En d'autres termes, supposez que la limite soit différente de 1 sur Q, ou tout au moins qu'il n'y a même pas de limite, alors la limite sup va être supérieure à 1 sur Q. Si ce n'est pas vrai, vous inversez votre fonction de prédiction, ce n'est pas gênant. Hein. Et donc, ça veut dire qu'on a trouvé un moyen pour deviner, plus que 1 sur Q, en probabilité, le prochain digit. Donc, dans le cas où on ne peut pas deviner, c'est équivalent au fait que c'est Q normal. Alors, donc, le théorème précédent dit qu'une suite sigma de Q symbole est Q normal si n'existe pas de fonction automatique qui permet de deviner ce qui va suivre. On peut affaiblir cette condition parce qu'en fait, il y a des fonctions automatiques qui sont très simples. C'est les fonctions qui ne dépendent que des derniers digits lus, disons des K derniers digits Q. Ce sont donc des automates où on ne fait que glisser une fenêtre pour lire la valeur. Bon, alors, ce qui est intéressant et amusant, c'est qu'on peut remplacer tous les automates précédemment à simplement ce type d'automate, de type fini, je dirais. Bon, c'est plus facile à vérifier que de faire tous les automates. C'est donc un critère commode pour vérifier ça. Et c'est relativement classique. Cette idée-là est utilisée également en cryptographie. On la reprendra la prochaine fois pour déterminer ce qu'on appellera des générateurs cryptographiquement sûrs. Normalité et aléa. Donc on a une notion de suite normale. Donc c'est normal de dire qu'une suite normale, c'est une suite aléatoire. Bien. OK. Si vous faites un peu la lecture de Knuth, vous vous apercevrez de suite que lui, il n'est pas d'accord. Il trouve que cette notion-là est à la fois trop simple. Elle va écarter des choses qui ne sont pas normales du tout, que l'on ne veut pas voir. Donc je vais, avant de donner la règle 5, regardez cet exemple-là. Vous prenez une suite xn de binaires, de normales, OK, et vous décidez, tous les puissances de 2, les indices puissance de 2, de prendre la valeur qu'il y avait. S'il y a 0, vous la gardez 0. S'il y a 1, vous la remplacez par 0. Vous faites une correction de cette suite qui est lacunaire, donc elle ne va pas intervenir dans la définition, ne va pas changer la définition de normalité. Donc cette suite X' sera encore Q normale. Mais, problème, je vais pouvoir construire un automate qui, ce n'est pas une question de deviner cette fois-ci,
qui, sur les puissances de 2, va me piquer la valeur de la suite. Pour cette suite normale que j'ai construite, c'est toujours 0. Donc, Knut s'insurge contre cette possibilité. Pas question de prendre une suite Q normale comme étant une suite aléatoire. D'où une règle, on a mis plusieurs règles, mais c'est pédagogique, son développement, ça pourra vous amener jusqu'à une règle 5 que j'ai extirpée. Bon, il le fait pour les générateurs sur 0,1, intervalle 0,1, là, je l'ai discrétisé. Alors, tout de suite extraite de la suite sigma, calculable, donc il faut que la suite soit calculable, c'est-à-dire il existe un algorithme effectif A, tel que les termes de la suite SK, les anti-SK, sont des sorties, sont donnés, du moins sont caractérisés par le fait d'appliquer l'algorithme A. L'algorithme A prend en entrée l'anti-n et les valeurs que l'on a déjà calculées, sigma 1, sigma n. Et si ça sort 1, ben, vous prenez l'entier. S'il ne sort pas 1, vous passez au suivant pour voir. Voilà. Et donc, il faut que pour toute suite extraite par ce procédé, eh bien, on ait encore une suite Q normale. Ça restreint le nombre de suites normales, bien sûr. Bon, la définition de Knut est alors la suivante. C'est son point ultime de son discours en disant je crois pouvoir convaincre tout le monde que c'est une bonne définition. Une suite sigma de Q symbole est aléatoire si, pour tout algorithme effectif qui détermine une suite infinie d'entiers Tn positifs distincts, comme fonction de n et des valeurs précédentes, attention, cette fois-ci c'est C, sigma de T1, etc., sigma de Tn-1. Alors la suite, attention, cette suite, ce n'est pas une vraie sous-suite au sens où on l'entend, les T1 ne sont pas nécessairement croissants. Hein. Ce sont des entiers qui ont été piqués comme ça par un algorithme, dans un ordre, peu importe, qui se présente dans un ordre déterminé, mais la construction se fait à partir des entiers que l'on a construits précédemment. Enfin, des valeurs sur les entiers qu'on a construits précédemment. Eh bien que cette suite qu'on obtient, cette espèce de sous-suite au sens élargi, elle vérifie la règle R5. En gros, la demande de Knut, c'est avant de vérifier R5, qui est assez naturel, je vais faire un petit peu mieux. Je vais dire, si j'extrais des éléments de la suite un peu par-ci, par-là, hein, mais ça passe avec des répétitions. Donc, en fait, je fais une espèce de mélange. Après, ben, je conserve quand même la normalité. Bien. Alors, maintenant, je vais parler de tests statistiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça, c'est aussi une définition pragmatique, pratique, qui agrée tous les statisticiens ou les utilisateurs de suites aléatoires, et notamment si vous fabriquez un générateur de suite aléatoire, que vous allez le proposer à un industriel pour le breveter, vous allez voir ce qu'il va faire. C'est moi qui ai perdument de savoir s'il est Kolmogorov ou s'il est Knut et ceci. Ça, il n'en a rien à faire avec ça, ce n'est pas son problème. Ça sera de vérifier les tests de NIST. Hein? National Institute of Standards and Technology. Ah, excusez, la faute. Bon, c'est mes doigts qui ont... Oui, ça c'est encore des erreurs qui arrivent. Alors, d'une manière générale, je prends un test T sur une suite binaire de longueur n et munie de la probabilité uniforme, c'est-à-dire je prends une variable aléatoire sur 0,1 à la puissance L, donc je regarde en fait, oui, le UN c'est UL, qui est là-haut. Voilà, donc ce test détermine une loi de probabilité, PNST, sur R. Bon, alors, une suite finie à tester sur 0,1L est vue alors comme un échantillonnage issu d'une suite de variables aléatoires indépendantes, XI,
à valeur dans 0,1 et de loi uniforme. Donc c'est en gros la loi d'un test. Voilà. Donc il s'agit ensuite de fixer des conditions pour valider la valeur du test en disant, bon, ben, ce test, la valeur de ce test appliqué à la suite que je dois étudier satisfait aux conditions de genre d'hypothèse nulle. Bon, c'est accepté, c'est rejeté, ou c'est tout ce qu'on voudra. Bon, les statisticiens ont beaucoup de subtilité à ce sujet. Je vais illustrer ça par quelques exemples de liste du test. Dans la liste de NIST, je crois qu'il y a à peu près 16 tests, on ne va pas les passer en revue. On va simplement examiner les plus connus. Donc, le monobit test. Donc, c'est en anglais ça, traduction. Là, la traduction est facile, vous allez voir que les autres traductions seront hyper compliquées. Donc, c'est l'avantage de l'anglais, c'est que parfois il dit simplement des choses compliquées. Déterminer si la fréquence des 0, ou des 1 si vous voulez, est celle statistiquement attendue pour une suite aléatoire vraie. Bon, pour l'instant, ça ne précise rien du tout. Simplement, bon, on cherche quelque chose à valider statistiquement. Bon, il faut que la suite soit de longueur au moins 100. Sinon, c'est trop court. Alors, comment on fait? D'abord, on prend la suite sous une forme multiplicative, de plus 1 et moins 1 au lieu de 0 et 1, c'est plus pratique. Ensuite, on calcule Sn, c'est-à-dire la somme des n premiers. Oui, ça part de 1 et puis ça va jusqu'à n. Il y a un petit bug. Ensuite, je calcule la statistique, qui est la valeur absolue de Sn, de la somme des n premiers, divisé par racine de n. Là, on voit venir la loi des grands nombres. Là, bien sûr, c'est là-dessus que le test est basé, en fait. Bon, on calcule la probabilité. Donc, pour la loi normale, on a calculé la valeur t. Donc, c'est la probabilité de cet intervalle. Voilà. Donc, et la règle de décision est la suivante. Si cette probabilité est plus petite que 1 centième, alors le test n'est pas réussi. En d'autres termes, on dit votre suite n'est pas aléatoire. Si elle passe, on passe au suivant. Je disais tout à l'heure, si vous amenez votre suite de 100 bits à industriel, il va donc commencer par le premier. S'il passe, il va prendre le second, etc. Lorsqu'il arrivera au 16e, il sera content. Il vous achètera peut-être votre procédé. Bon, alors, frequency test within a block. C'est-à-dire maintenant, on va faire cette fréquence dans les blocs. On va séparer la suite par bloc. On va prendre des longueurs de blocs de l'ordre de 10 à 20. Voilà, donc on subdivise la suite en blocs. Bon, si ça ne tombe pas juste, on efface les derniers, ce n'est pas grave. Ensuite, on calcule la proportion des 1 dans chaque bloc. Ça donne une probabilité statistique, PI. On calcule la statistique du Q2, T de X. Et puis, on calcule la fonction erreur du complément pour la loi gamma. Donc, c'est cette valeur que l'on calcule. Avec A, eh bien, on va se donner A, ça sera N sur 2, et θ, ça sera T sur 2. Bien. Et puis, si c'est plus petit que 1 centième, c'est rejeté. Si c'est plus grand, c'est gagné. Et vous passez au suivant. Alors, on va passer au troisième. Run test. Là, en fait, il s'agit de voir un run. Donc, c'est une succession de 0 ou de 1. Là, la succession de 0, on regarde la longueur maximale, c'est-à-dire bornée par des 1 au début et à la fin. Voilà, donc on compte combien il y a de runs au total. Dans la description, d'abord, on fait un petit calcul de fréquence. Et en gros, il faut que la suite passe le premier test. Si elle ne passe pas le premier test, mais bon, comme on a dit qu'on les faisait les uns à la suite des autres, il a déjà passé le premier test. Ensuite,
On calcule la statistique des runs. Donc là, on fait simplement que compter le nombre de décrochages, le passage de 0 à 1 et de 1 à 0. OK. Et puis on calcule bien la fonction de tout à l'heure, FENCN. Je ne l'ai pas mis explicité ici. Et si c'est plus petit qu'un centième, vous avez échoué. Sinon, vous passez au suivant. Alors les suivants, je ne vais pas les passer tous en revue, parce que ça prendra des heures. Le quatrième, c'est le test for the longest run of one in a block. Plus grand, bon, on comprend à peu près en français ce que ça veut dire. Ensuite, binary matrix run test, c'est-à-dire que maintenant les blocs qu'on avait fait tout à l'heure, on va les mettre les uns en dessous des autres pour former des matrices. Et puis on va regarder le rang de ces matrices obtenues. Et on va regarder la loi de ces rangs. Et donc on aura une contrainte basée là-dessus, en fonction de la loi. Ensuite, le test dit spectral. On prend la transformée de Fourier, on regarde les coefficients que l'on obtient et on regarde un petit peu les pics. Ensuite, no overlapping template match test. Donc là, ce sont encore vérifier des configurations qui ne se recouvrent pas. Le 8, c'est on se recouvre. Le 9, le test dit universel de Maurer, qui est un test de type anthropique. Ensuite, il y a le test de complexité linéaire, le serial test, j'ai un peu oublié ce que c'était, etc. Bon, approximate entropy test, cumulative sum test, random execution test, etc. Et un test de compression, le dernier, qui a été rajouté par rapport à la liste que j'ai piquée sur le NIST. Celui-ci n'y était pas, mais maintenant, il faut le rajouter. Bon, voilà. On a à peu près vu comment se présente cette notion d'aléatoire, à la fois très théorique, enfin sur la complexité essentiellement, qui est lié à la normalité, mais pas n'importe quoi, comme une normalité, une normalité. Et puis celui-là, très pratique, qui est en fait le seul à utiliser vraiment lorsque vous voulez essayer de monnayer votre travail à ce sujet-là. Bien. Alors, deuxième partie, on va regarder les générateurs aléatoires de nombres. Essentiellement, il y en a deux. Il y a les pseudos, les faux, en quelque sorte, et puis il y a les vrais. On va surtout concentrer notre attention sur les faux. Essentiellement, ce sont ceux qui sont obtenus par un procédé algorithmique. Certains sont liés à, disons, d'autres, à une entrée, une graine, comme on dit, qui devrait être aléatoire et donc qui ferait appel aux vrais. Mais les vrais, ça existe, il y en a maintenant implémentés sur des cartes à puce, mais pose problème. C'est peut-être même l'un des plus gros problèmes que les fabricants de cartes à puce ont entre les mains à cause de cette notion d'aléa qui est indispensable pour faire de la bonne cryptographie. Quand je dis bonne cryptographie, ça veut dire des systèmes de chiffrement acceptables par le monde industriel, pas par les matheux ou les spécialistes en cryptographie. Donc, alors, générateur de nombres pseudo-aléatoires, donner une définition, dans le cas binaire uniquement. Il s'agit d'un algorithme déterministe qui prend en train un mot binaire, L, appelé graine. C'est là où intervient a priori un vrai générateur aléatoire, et donne en sortie un mot binaire un peu plus long, même beaucoup plus long, si possible, qui lui apparaît comme aléatoire, par exemple, en appliquant les tests du NIST. Bon, application concrète, en cryptographie, ça sert pour les clés pour chiffrement à flot. Vous avez sous la main, d'ailleurs, un modèle très pratique. Lorsque vous donnez un mot de passe qu'on vous met un compte et qu'on vous demande un mot de passe, on vous demande un mot de passe qui sera, en gros, on vous demandera
7, 8, 9 lettres, guère plus. Et si vous allez fouiller au bon endroit, c'est-à-dire là où va se placer ce fameux mot de passe qui sera sous forme d'une clé, elle sera beaucoup plus longue. Donc il y a quelque chose qui se passe et il se trouve que si votre voisin prend le même mot de passe que vous, il n'aura pas la même clé parce qu'il ne le fera pas en même temps. Donc, oui. C'est-à-dire que quand vous tapez votre mot de passe, l'ordinateur rajoute une donnée qui dépend des conditions à l'instant où vous le faites. Voilà, c'est pour éviter ce genre de collision qui serait très désagréable. Bon, enfin, ensuite, dans l'évaluation numérique, méthode quasi-Monte Carlo, là, ce sont des suites un petit peu particulières qu'on essaie de construire, et qui ont en gros ce qu'on appelle des suites à très faible discrépance. Optimisation, j'en ai déjà parlé un petit peu, comme les algorithmes génétiques, ou la simulation, bien sûr, pour des phénomènes mathématiques ou autres phénomènes issus de la physique, des équations différentielles et autres. Donc le principe général, pour un ensemble donné E, on va chercher à construire une application F, de E dans E, qui soit une permutation circulaire. Voilà. La graine, c'est la valeur initiale. Et la suite, c'est on itère. C'est ça le modèle général. Bien sûr, on peut l'adapter plus ou moins à tout ce qu'on va trouver, mais c'est à peu près ça. Bon, le modèle habituel sur un alphabet fini, je donne une définition générale aussi. J'aime bien comme ça définir une notion générale avant de passer sur des trucs particuliers pour voir un petit peu dans quel cadre les choses se placent. Soit H une suite croissante d'entiers, strictement plus grand que N, un générateur aléatoire de type H, c'est-à-dire de la suite H, sera une application G de l'ensemble des mots de A à valeur de l'ensemble des mots A, telle que la restriction de G sur les mots de longueur N, à N, que j'ai noté Gn, soit à valeur dans les mots de longueur un peu plus long, Hn, pour tout N, et il est alors habituel de mettre sur chaque ensemble AM la loi de probabilité uniforme, UM. Et l'objectif est que G induise sur l'image, les mots de longueur Hn, une distribution dn qui ne sera évidemment pas la distribution uniforme, puisque Hn est strictement plus grand que n, mais qui peut tromper. C'est-à-dire qu'elle approche la distribution uniforme sur les mots de longueur Hn de telle manière que cette approximation s'exprime de la manière suivante. Par le calcul, en temps polynomial, vous ne pouvez pas mettre en évidence une différence significative. C'est ça l'idée. Bon, derrière aussi, il y a l'idée que doit passer une batterie de tests. Et c'est ça la distinction. On ne peut pas distinguer dn de la probabilité uniforme par le calcul. Voilà, premier exemple. Alors cet exemple est intéressant parce que d'abord, il est très classique, générateur congruentiel linéaire. Donc vous voyez que la fonction en question, c'est ax plus c. Oui, il faut quelques conditions sur A et C simples pour que ça soit une fonction périodique, que ce soit vraiment une permutation circulaire. Donc la condition, c'est C premier AM au modulo. C'est évidemment le plus ancien connu. C'est celui qui est même utilisé dans beaucoup dans le système C ou autres systèmes de programmation. C'est un qui est comme cela. Facile à programmer, est en exécution très rapide. Mais le problème, c'est sensible au choix des paramètres ACM. C'est inutilisable en cryptographie. Dès que vous donnez 3-4 chiffrements comme ça, 3-4 constructions, on détermine toutes les valeurs. Donc, il n'y a pas de... on ne peut pas utiliser ça. Bon, Givens disait que live many in planes, c'est-à-dire que c'est vraiment très affine, ce système-là.
il y a des thèses qui regardent un petit peu les espaces vectoriels engendrés par les séquences, les blocs de séquences. C'est très linéaire. Mais, et c'est là, puisque l'exposé doit avoir une incidence sur la dynamique, il y a quelque chose de dynamique derrière. Voilà. C'est nouveau, ça. C'est-à-dire que, peut-être pas tout à fait, parce que des spécialistes de théorie ergodique se sont aperçus de ça, mais sans voir ça exactement. Hein, notamment William Parry. Alors classique, ça veut dire classique, hein, c'est traduit. La période f de m est maximum si et seulement si, bon, 3 conditions. Le PGCD de CM1, donc rien de commun. Si P divise M, alors il doit diviser A-1. A, c'est le facteur multiplicatif. Et puis, bon, dans le cas où le nombre premier est 2, c'est toujours pareil, c'est 4 qui va jouer, pas 2, quelque part par là, puisque c'est une question d'unité hein, dans l'anneau des antidéodiques. Bon, conséquence dynamique, soit P premier et AC entier tel que P ne divise pas C, donc j'ai pris P premier pour simplifier. P divise A-1, si P et 4 divise A-1, dans le cas contraire. Alors la transformation, cette fois-ci ZP, c'est l'anneau des entiers p-adiques. On est placé dans l'anneau p-adique. Cette transformation, elle est parfaitement définie là-dessus. Eh bien, avec les conditions qui sont données là-haut, elle est uniquement ergodique. Vous avez deviné, la mesure ergodique invariante, c'est la mesure de Haar. OK. Et même mieux, on peut évaluer la discrépance, donc les bornes point de vue discrépance. Voilà. Alors, je ne dis pas comment on fait pour le prouver, mais ce n'est pas trop difficile. Exemple 2, registre à décalage. Alors, j'ai pris une démarche qui est plutôt la démarche d'un arithméticien. Registre à décalage, bon, je n'ai pas envie d'en construire, je n'ai pas envie de câbler des trucs, etc. Bon, simplement, j'essaie de résoudre un problème à la De Bruijn, qui est construire pour L donnée des suites binaires périodiques de période T, telles que les mots de longueur L apparaissent avec une fréquence 1 sur 2L. Bon, ça veut dire quand même que T va être 2 puissance L. Je dis plus grand, mais bon, c'est ça l'idée. Ensuite, exemple de construction. Alors, la suite périodique, je préfère la boucler et puis en faire un mot circulaire. C'est plus facile à voir. C'est comme R modulo Z, on le voit comme un cercle, c'est mieux. Bien. Alors, sa longueur, ben, c'est évidemment 2 puissance L, puisque c'est une condition sur tous les mots de longueur L doivent être vus. Mais en fait, si on prend le problème comme ça, on n'a pas une solution immédiate du point de vue arithmétique. Il faut enlever un 0, ou enlever un 1 si vous voulez, mais enfin, on préfère enlever le 0. À ce moment-là, vous avez une suite qui a de longueur 2L-1. Et là, on va construire une suite de longueur 2L-1 dans laquelle on va pouvoir lire par fenêtre glissante, par exemple, longueur L, tous les mots de longueur L, sauf les zéros. Le mot où il n'y a que des zéros. Alors, comment on fait la méthode? On va choisir un polynôme P irréductible de degré L. Alors, on se place sur le corps F2. On écrit la série formelle de 1 sur Px, on développe 1 sur P en série formelle. Et on constate que la suite L vérifie une relation de récurrence linéaire d'ordre L, et qu'un bloc B de L coefficients consécutifs détermine toute la suite. Ben, c'est un peu ce qu'on veut. C'est même exactement ce qu'on veut. On va concrètement matérialiser ça d'un peu plus près. D'une manière générale, puisque je me suis placé avec un polynôme, etc., je prends T la période de la suite. Il y a T blocs B consécutifs à ce moment-là. Par conséquent, la fraction rationnelle 1 moins x puissance t sur P de x, c'est un polynôme. On n'a qu'à revenir sur la série formelle et voir qu'il y a des choses qui se détruisent quand on effectue.
Donc zeta, une racine zeta, est une racine t-ième de l'unité. En prenant P un polynôme primitif, c'est-à-dire un polynôme qui a pour racine une racine d'ordre maximal dans le groupe multiplicatif du corps à 2 puissance L éléments, on obtient la suite cherchée. Et en plus, bon, les polynômes primitifs, on a les algorithmes pour les trouver. Bon, puis il y en a pas mal. Hein. C'est phi, c'est la fonction de l'air de 2 puissance L-1 sur L. Bien. Il y a une relation plus matérielle, ou je dirais matérialiste, ou autre, plus algébrique aussi, du registre à décalage linéaire, c'est-à-dire ce qu'on a construit tout à l'heure. Il s'agit en fait de calculer les valeurs AI d'une suite récurrente linéaire. Alors ça, c'est un exercice qu'on peut faire en DEG, mais en général, on ne le fait pas sur un corps fini, à 2 éléments. Les étudiants n'aiment pas. Hein. Mais associé à un polynôme compagnon. Bon, là, j'ai mis des moins, on n'a pas y mettre des plus, et c'est pas gênant, puisqu'on a le miracle d'avoir 1 égale à moins 1 ici. Et on le choisit irréductible. Alors, un peu d'algèbre. On voit comme ça que les blocs successifs sont déterminés. Je les ai mis en ligne. Donc j'ai pris la matrice compagnon correspondante pour lire en ligne. Hein, et bien, il suffit d'appliquer la matrice CH sur la ligne d'entrée AI-1 jusqu'à AI-1 pour obtenir le terme suivant. Voilà, un exemple pratique. Je prends comme polynôme primitif x4 plus x plus 1, donc racine primitive quatrième de l'unité au-dessus du corps à 2 éléments. CH, je vous l'ai écrite ici. Sa période, c'est 2 puissance 4 moins 1, soit 15. On part pas que des zéros, sinon ça tourne à vide, hein, on n'a que des zéros. Voilà, et puis le registre à décalage se fait, on a des mémoires ici qui vont accepter les valeurs, on part par les valeurs initiales, puis vous voyez que les 2 dernières, on les ajoute, on la renvoie, on la sort et on la renvoie dans R3 et on décale tout. Voilà pourquoi on appelle le registre à décalage. Voilà. Avec des nombres premiers très grands ou des puissances de 2 très grandes, on peut câbler ça quand même et ça fonctionne très vite. Malheureusement, c'est trop linéaire, donc comme j'ai dit, et ça ne peut pas servir. Alors, il y a des complications qui permettent un petit peu d'améliorer le procédé. Voici la construction générale d'un registre à décalage. Hein, c'est que la fonction de E dans E est explicitement donnée sous la forme, bien, on a décalé x1, xm, on a décalé les valeurs, on a effacé x1, et puis à la place de la dernière, on prend une valeur calculée avec ce qui précède, les x1, xm. Et G, c'est une fonction, donc dans le cas du registre à décalage linéaire, elle est linéaire, mais on a intérêt à prendre quelque chose qui est pas linéaire, et le mieux, c'est de choisir des fonctions dites courbes, c'est-à-dire très éloignées des fonctions linéaires. Le très éloigné, c'est au sens d'une distance de Hamming. Bon, à ce moment-là, si on a choisi quelque chose de pas linéaire du tout, on a des chances d'obtenir quelque chose qui marche bien vite et qui, du point de vue cryptographique, est acceptable. Et puis là, une autre notion intéressante, c'est le générateur inversif. Alors, l'intérêt de ces générateurs, avant de rentrer dans le détail, c'est qu'ils ne sont pas linéaires. En fait, ils utilisent la structure multiplicative des corps finis ou des objets un peu plus sophistiqués, les anneaux de Galois. C'est essentiellement une inversion. Alors, l'inversion, c'est bien beau, mais dans un corps, 0 n'a pas d'inverse. Bon, alors, soit on décide de prendre l'inverse de 0 égale à 0, soit on essaie un petit peu de jouer, on va voir comment on peut faire les choses. Enfin, toujours est-il que sur un corps fini, introduit par Schenauer et Hélène en 1986,
Alors, j'ai donné en caractéristique 2, puis on peut le faire en caractéristique quelconque de longueur m. Et vous voyez, c'est donné tout simplement par un coefficient à 0 qui a été choisi, multiplié par l'inverse de t, plus b0. Puis si t est différent de 0, et si t égale 0, bien, on prend la valeur b0 comme valeur. Bon, la suite est construite par, on se donne un germe, t0, puis on construit, on itère, comme j'ai dit précédemment, on itère la fonction phi. Alors, c'était intéressant de voir si on peut faire quelque chose d'inversif dans l'anneau des congruences modulo 2 puissance L. Donc, ça a été imaginé par Schenauer, comme celui de tout à l'heure, Hermann, et Groth en 92. Mais là, on a des diviseurs de 0. Alors, déjà, tout à l'heure, pour prendre l'inverse de 0, il fallait faire un choix. Le choix n'était pas innocent, d'ailleurs, pas n'importe quoi. Là, ça complique un petit peu. En fait, on a intérêt à faire les choses sur le plan projectif. Donc là, je suis revenu sur un corps fini. Je ne rentre pas dans le détail sur les anneaux, parce qu'on va voir autre chose tout à l'heure. On prend les homographies. L'homographie est naturellement linear map en anglais. C'est naturellement défini sur le projectif, de sorte que f de 0, c'est ce que c'est. Enfin, ça dépend en fait, ça dépend aussi du pôle. Hein. Donc son pôle est envoyé sur l'infini et l'infini est envoyé sur A sur C, hein, comme on s'y attend, quand on fait tendre x vers l'infini en quelque sorte. Bon, donc l'inversif, congruentiel généré ICG en anglais, c'est tout simplement d'itérer Fn. Bon, si on prend F, le polynôme caractéristique de la matrice compagnon primitive, ça marche bien. Et puis il y a à partir de ça de très nombreuses variations qui ont été faites, et notamment l'étude de la discrépance de la suite finie, hein, faite par Niederreiter. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Alors pour notre construction, je reviens sur l'anneau R2N, puisque ça, c'est la construction qui m'intéresse. À savoir, j'introduis la valuation de Hadik, et lorsque je veux calculer A et B sont donc des paramètres donnés, lorsque je veux calculer T de la valeur de X, je regarde d'abord par quelle puissance de 2 elle est divisible. Si elle est divisible par 2 puissance nu x, donc elle sera divisée par 2 puissance nu x exactement, je divise. En gros, les zéros du début, je les enlève. À ce moment-là, je peux inverser. Je multiplie par le facteur 1, et puis, pour pas rendre jaloux, je remets les zéros que j'avais enlevés pour faire le calcul. Hein, donc je multiplie par 2 puissance nu x, et j'ajoute b. Et puis pour 0, je mets la valeur b. Bon, ça c'est très bien défini. Propriété T de AB est bijectif. Bon, ça c'est des propriétés intéressantes pour voir ce qui se passe sur les idéaux correspondants, ou pas tout à fait, toutes les unités principales. Et T de AB est d'ordre 2 puissance m, un critère très simple, il suffit que la valuation de Hadik de A-1 soit strictement plus grande que 2. Quelques petites propriétés supplémentaires, donc je vais rappeler ceci, la définition. Bon, la formule étoile est définie sur Z2. Ah oui, il se trouve qu'on avait ça défini sur les congruences modulo de puissance quelque chose, et bien en fait c'est sur l'anneau des entiers de Hadik qu'on peut voir la chose. Donc, passons sur ce détail. Vous voyez, ça revient un peu à ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça commence par des zéros. Si j'écris ce développement de Hensel, l'évaluation est représentée par un nombre de zéros. Je les enlève. Et c'est lui que je vais inverser. Bon,
Donc, avec la condition que j'ai indiquée tout à l'heure, T de AG agit comme une permutation circulaire sur les ensembles des cylindres de taille K. Donc, c'est-à-dire en réduisant 2 puissance m, c'est sur les cylindres que ça travaille. Mais que si j'augmente la puissance, chaque cylindre est fragmenté en morceaux, d'autres cylindres, mais la permutation sur les petits cylindres, en quelque sorte, se retrouve dans les gros cylindres. On les visite de la même manière. Donc ça, c'est une propriété fondamentale pour conclure à ce qui va suivre. Ce théorème, c'est que la transformation T de AB, maintenant qu'elle est définie sur Z2, est en fait ergodique, uniquement ergodique. Et la mesure invariante, c'est, vous l'avez deviné, R. Et ça, c'est plus amusant, mais bon, ça se montre facilement à cause du fait qu'on ne fait que permuter les cylindres. Elle est métriquement isomorphe à l'odomètre bien classique qui consiste à ajouter 1. On peut transporter ça sur 0,1 par la fonction dite de Mona qui a au développement de Hensel d'un nombre d'adis qui associe le nombre réel qui est ici. Voilà. Et le résultat est que l'on obtient une suite bien équirépartie de discrépances. Oui, j'ai multiplié la discrépance par n là, pour écrire ça, donc il faudrait écrire n sur log de n. Bon, si vous êtes familiarisé avec la construction de van der Corput, la suite de van der Corput, c'est très, très analogue. Mais van der Corput, c'est lié à l'addition de 1. Ici, c'est lié à une transformation affine sur l'anneau des entiers. Alors, maintenant, on va un peu élargir le domaine de construction. Et pour cela, on aimerait avoir une structure algébrique qui, à la fois, regroupe simultanément les congruences modulo 2 puissance m et puis les corps à 2 puissance m éléments. Et ce sont précisément les anneaux de Galois, GR2LM. Je ne rentre pas dans le détail, peut-être tout à l'heure un peu plus, mais de sa mise en place. C'est l'unique extension de Galois de degré m de l'anneau Z2L. Il est de caractéristique 2 puissance L, un anneau de caractéristique 2 puissance L. Il est de taille 2 puissance Lm, puisque c'est une extension de degré m, mais sur anneau. Et l'intérêt, c'est que, par exemple, si je regarde l'extension de degré 1, c'est lui. Et puis l'extension de degré m sur 2, mais avec 2, là, c'est F2, c'est le corps. Donc là, c'est le corps à 2 puissance m éléments. Donc on a quelque chose qui regroupe l'ensemble. Construction pratique, on peut le regarder comme un quotient. Donc de l'anneau des polynômes sur ce que j'ai noté Z2 puissance L, c'est en fait les congruences modulo de puissance L. Où H, c'est irréductible unitaire de degré m, relevé d'un polynôme de F2. Ensuite, R est un anneau local d'idéal maximal 2, de corps résiduel F de 2 puissance m. Les représentants dits de Teichmüller des classes modulo l'idéal maximal 2 sont en fait les racines de H, mais ces racines en fait se présentent comme des racines unités lorsqu'on va relever cette structure dans un corps approprié. De sorte que tout élément de cet anneau se décompose sous cette forme-là en puissance de 2, dont les coefficients sont des éléments qui sont les racines de H. Et ces racines, c'est des puissances successives. Et il y a aussi une construction arithmétique, plus agréable pour l'arithméticien. C'est, je prends K l'extension de Q de non-ramifié de degré m et A son anneau des entiers. Alors, l'anneau de Gauss, de paramètre 2 puissance L, M, c'est juste le quotient de A par l'idéal 2 puissance L. Je rappelle qu'à ce moment-là, l'idéal 2 est premier. Avantage de cette construction, ben
l'anneau en question est une approximation du groupe compact de A, des entiers. Je dis approximation en ce sens que si on écrit le développement de Hensel là-dedans, l'approximation consiste à tuer tous les termes à partir d'un certain rang du développement. C'est-à-dire on fait un quotient, comme c'est écrit là-haut. Puis ça se généralise à d'autres structures de corps. Pardon. Alors, la construction fondamentale, donc, fonction inversible sur l'anneau de Galois. Tout élément de x, je rappelle, s'écrit de la forme 2 puissance e fois x. Donc 2 puissance e, c'est sa valuation. Ensuite, le x appartient cette fois-ci au groupe des inversibles. Et la transformation phi, c'est un petit peu celle que j'ai déjà écrite tout à l'heure pour les anneaux, c'est-à-dire écrit comme ça, dans lequel alors A et B sont choisis dans les éléments de Tâche-Müller non nuls. Bien, et du point de vue dynamique, c'est ça qui nous intéresse, puisque c'était un petit peu le lien entre la dynamique et l'arithmétique, et puis la cryptographie. En faisant tendre L vers l'infini, on trouve comme ça une transformation qui en fait est définie sur l'anneau des entiers correspondants. Et, petit théorème que je n'ai pas publié, la transformation T est uniquement ergodique, isomorphe à l'odomètre x donne x plus 1. Bien. Alors, si vous avez été intéressé par cet exposé, ou du moins que vous voulez en savoir plus, j'ai essentiellement choisi ici des exemples pour illustrer ce qu'on appelle les générateurs linéaires, linéaire générateur, les shift register générateur, l'inversible congruentiel générateur, et puis ça c'est le deuxième EI, c'est effective. Le E, c'est pour effective. Pour une description détaillée, essentiellement pour les ICG, les EICG, parce que je me suis aperçu, je suis allé voir sur le site, que le responsable du site a supprimé les deux qui précèdent. Donc je lui ai envoyé un message, je lui ai demandé pourquoi diable il a fait ça. Je crois plutôt il a plus de jeunes qui s'occuperaient de la maintenance en quelque sorte, donc il a peut-être effacé ça, mais les derniers sont intéressants. Donc vous branchez là-dessus, et vous avez beaucoup de renseignements ici, et notamment des liens avec des autres sites où c'est pointé. Et d'après le travail que je vous ai montré ici, montre qu'en fait, certaines de ces constructions ont un retentissement dynamique intéressant. Par contre, du côté cryptographie, on a un peu oublié là. Hein, concentré sur comment voir les choses dynamiquement. Alors, il y a plusieurs propositions qui sont proposées dans la littérature. Chaque jour a droit à son générateur, en quelque sorte. C'est une littérature extrêmement abondante. J'ai pris un bon vieux générateur que j'ai utilisé pour faire le travail que je vous expliquerai la prochaine fois. C'est le BBS, le Bloom Bloom Shub. Il est mignon ce générateur, il fallait y penser. Il est basé sur l'application F qui à x associe x au carré. C'est un peu banal. Bon, oui, pas tellement, parce que il fallait réfléchir. Si on fait cette application x donne x au carré modulo n et que n est un produit de deux nombres premiers, grands, A, là commence à voir apparaître système de chiffrement asymétrique que vous connaissez. Avec la condition que P et Q soient congrus à 3 modulo 4. Pourquoi ça? Eh bien parce que modulo 4, un premier, un P congrue à 3 modulo 4, moins 1 n'est pas carré. Donc si dans ce corps associé, donc, vous essayez de résoudre une équation x au carré égale à A, et si elle a une solution, elle en a donc deux, puisqu'on est dans un corps, et l'une est carrée.
et l'autre ne l'est pas, puisque les solutions sont plus ou moins la solution. Si vous faites PQ, bon, avec le théorème chinois, vous apercevez que l'équation x au carré égale a, si elle a une solution, en fait, elle en a 4. Et parmi les 4, une seule est un carré. Donc c'est intéressant, parce que la racine carrée peut être reprise comme étant un carré. Ce qui permet de voir que si on regarde la transformation x donne x au carré simplement sur les carrés de l'anneau des entiers z, p, q, z, eh bien, on obtient une transformation bijective dont on peut calculer l'inverse, qui est celui-ci. Alors, beaucoup de travaux ont été faits sur le Bloom-Schoup. En gros, il est déclaré comme étant cryptographiquement sûr. J'expliquerai ce qu'il est. Moi, je ne suis pas très convaincu, en fait, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien. Bon, de toute façon, sur les générateurs, il y en a de toutes sortes et un grand nombre. Certains se rattachent à la théorie des codes correcteurs d'erreur. Mais l'inconvénient, c'est que bon, ils sont assez sûrs, point de vue calculatoire, c'est-à-dire on peut difficilement les craquer en calculatoire, comme j'ai expliqué vaguement tout à l'heure, mais ils sont longs à mettre en œuvre. Le Bloom-Schoup aussi, il est long à mettre en œuvre. Donc, si vous avez le temps, boire un café et tout, pour attendre votre suite aléatoire, bon, ça va. Mais si vous êtes pressé, comme les industriels, où il faut que ça débite à toute vitesse pour transférer les informations, c'est niet, on ne peut pas l'utiliser. Bon, moi je l'ai utilisé parce que j'avais le temps. L'ordinateur marchait tout seul. D'ailleurs, c'est Alexis qui faisait ça, Alexis Bonnecal qui faisait ça, il envoyait ça, puis il prenait son temps. On se revoyait la semaine d'après. Ah oui, c'est ça, on les a. Il y a aussi des générateurs basés tout simplement sur des choses existantes déjà, donc les chiffrements par bloc de l'EDES et l'AES, ou d'autres fonctions de la charge. Enfin, là aussi, il y a beaucoup de choses à votre disposition. Et puis on peut faire des combinaisons, puis on peut compiler la littérature, voir celui qui vous plaît le plus. Alors, il y a quand même une nécessité de protéger, et ça c'est très 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 important, parce que c'est la pierre d'achoppement de toute la cryptographie actuelle. Il faut protéger le code de l'algorithme, donc vous écrivez votre code, vous êtes content, bien, et ses implémentations en hard, contre quoi? Contre les attaques par canaux cachés. C'est-à-dire que maintenant, on peut aller voir dans votre ordinateur ou sur votre carte à puce, à des endroits très précis, prendre des informations qui sont du genre consommation électrique, rayonnement magnétique ou autre. Ou, même c'est mieux, dans les laboratoires des industriels, ils vont prendre avec le laser, ils vont faire des fautes à des endroits précis du système. Donc, ce sont ce qu'on appelle donc des attaques par canaux cachés, où on va essayer de tirer des fuites ou créer des erreurs, et on va exploiter ça. Alors, pour l'instant, les exploitations, c'est des données statistiques, des courbes en grande quantité qu'ils obtiennent. Il n'y a pas de théorie générale qui est développée pour l'instant, mais par contre, ça marche. C'est-à-dire que quand un industriel fabrique sur une carte à puce un générateur aléatoire, il fait lui-même ses propres tests et il a le malheur de s'apercevoir qu'il ne comprend pas trop ce qu'il fait, bon, mais il arrive à trouver les clés qu'il a mises. Donc à ce moment-là, il est obligé de jeter son travail. Voilà, donc, mais ce système-là est un plus que diabolique, parce que pour appliquer ce type de contre-mesures, on utilise des générateurs. Mais les générateurs, il faut les protéger par des contre-mesures. Vous avez compris qu'il va utiliser des générateurs. C'est la poule et l'œuf, ça. Hein, et bien voilà, je m'arrête là pour cette première partie. Je vous remercie de votre attention.